We wachten op mevrouw Faes, die is in aantocht, meneer de minister. Dus ze is opgewiept. Opend is verontschuldigd vandaag de heer De Bruin voor andere plichten. En aan de orde zijn de mondelinge vragen. Ja, en we gaan het woord geven, of we gaan beginnen met de vraag van de heer Daams aan mevrouw de minister Onkelings. Ik had ook die van meneer Anciot kunnen stellen. Excuus, collega Anciot. Het woord is aan meneer Daams. U kan beginnen. Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, laat mij voor eerst duidelijk maken dat ik niet direct een grote verdediger ben van het roken in het bijzijn van derden die dat niet willen doen. Mijn vraag gaat namelijk over het rookverbod in bepaalde cafés. Maar als we heel objectief bekijken wat het effect is van het recente rookverbod, dan denk ik dat het sociaal effect daarvan toch niet te onderschatten valt. De realiteit is dat heel veel kleinere cafés gesloten zijn. En de realiteit is dat heel veel cafés een bijzonder groot aantal van hun klandizie hebben zien vertrekken. En ik zal u geen geheim vertellen, als in de praktijk waarschijnlijk een aantal cafés, om niet compleet eronder door te gaan, niet direct de wetgeving volledig volgen. Mijn vraag daarentegen gaat over een recente brief die door uw administratie is gestuurd naar de politiediensten in het land en waarbij een interpretatie wordt gegeven van op welke wijze een terras als een gesloten ruimte moet beschouwd worden en waardoor er niet meer mag gerookt worden. En de realiteit is dat wanneer ik dat schrijven voor ogen krijg, dat de FOD Volksgezondheid, en het is dan getekend door een directeur-generaal ad interim, een bijzonder ruime interpretatie geeft van de wet, want de wet die we gemaakt hebben spreekt heel duidelijk dat een gesloten plaats een plaats is door wanden afgesloten van de omgeving en voorzien van een plafond of zoldering. Maar de brief zegt ja, dat is niet altijd zo simpel om dat te interpreteren. Ik geef u dan bij deze de juiste interpretatie. En die interpretatie is dan zo stringent, meer bepaald dat men zegt, om niet aan een gesloten plaats te worden beschouwd, moet een terras aan één zijde permanent en volledig open zijn, ongeacht de weersomstandigheden. De open zijde mag niet tijdelijk en of deels worden afgesloten, zo bijvoorbeeld door middel van een windscherm of zonnewering. Met alle respect, maar wat je hier nu bijvoorbeeld op papier hebt staan, betekent dat bijvoorbeeld een heel groot aantal van de terrassen die vandaag voldoen aan gemeentereglementen die opgelegd hebben aan cafés om op een bepaalde manier een terras te maken, waar heel vaak de vier omringende randen een stukje bedekt zijn, al is het maar tot op 30 centimeter of 50 centimeter hoogte. Cafés die daar serieus hebben in geïnvesteerd, dat was het resultaat dat men voldoet aan een gemeentelijk reglement en dat nu de FOD Volksgezondheid met een totaal nieuwe interpretatie van de wet komt, die volgens mij niet strookt met de handelingen, want de besprekingen in het parlement ter zake ken ik, waardoor dat je dan een grote investering doet, de gemeentelijke reglementen volgt en het resultaat is dat in dat terras wat je dan hebt gedaan, gebouwd hebt met veel geld om toch de klandizie van rokers niet te verliezen, dat daar niet meer mag gerookt worden. Ik zou zeggen, moet er nog zand zijn. Dit lijkt me echt niet correct te zijn. Ik kan u een ander voorbeeld geven dat letterlijk de wet zegt. Het is een gesloten ruimte wanneer er een plafond is. En met andere woorden, nu in de nieuwe interpretatie is een luifel een plafond. Dus u weet wat een luifel is. Dat is eigenlijk een doek die je kunt spannen voor de zon. Je kunt hem terug dicht doen. De blauwe hemel boven uw hoofd. Maar gegeven dat dit een constructie is die je tijdelijk kan dicht doen, en je kan dat naar beneden doen, mag daar niet in gerookt worden. Dus ook die interpretatie, het kunnen afsluiten van, is ook al een element van gesloten ruimte. Ander voorbeeld, en nu komen we op de fijne interpretatie. Als je een muur hebt, een garage hebt, zullen we nu maar zeggen, en die is volledig open zonder dat er een garagedeur in staat, dan is de interpretatie ook weer moeilijk, want als je nog een stukje randmuur hebt, dan is het niet volledig open en dan is het weer niet goed. Wat ik aan u zou willen vragen is heel simpel. Ik weet in ieder geval, want ik was bij de besprekingen aanwezig, dat dit interpretaties zijn die niet stroken met wat in de parlementaire handelingen bedoeld is. Dat weet ik, want ik was erbij.
Mijn vraag is simpel aan u. Zou u kunnen overwegen om minstens de uitvoering van dit soort interpretatie tijdelijk te staken? Een overleg te hebben met de horecasector, dat ze zelf vragen en eens even te kijken hoe dat we op een correcte manier terecht de wetgeving aangaande roken in horecazaken van toepassing maken. En niet zomaar dat een ambtenaar, hoe goed bedoeld ook, een losse uit de pols interpretatie geeft aan een wet waarvan ik weet en anderen die daar waren dat dat niet de bedoeling was, maar wat verstrekkende gevolgen heeft voor de zaken, de horecazaken. En ik moet u niet uitleggen, en daar rond ik mee af. Ik woon zo'n beetje overal in ons land en ik kom nogal veel in het centrum ook. Dus ik ken Wallonië nogal goed, ik ken Vlaanderen nogal goed en ik ken Brussel nogal goed. Als je heel eerlijk bent met uzelf, ik vrees dat de extreme regels die Volksgezondheid oplegt op dit ogenblik een bijzonder asociaal effect heeft. Met name dat vele mensen gewoon elkaar niet meer kunnen treffen, omdat ze niet eens meer de gelegenheid hebben om een sigaretje te roken zonder dat ze iemand storen in een café. En dat heeft effecten in Wallonië, waar ik heel vaak buiten kom, in Vlaanderen en in Brussel. Dus mijn vraag is, kan er niet eens even een overleg komen om dat fatsoenlijk te regelen? Dank u wel. Dank u. Het woord is aan mevrouw de minister. Ja, ter herinnering. Sinds 1 januari 2010 zijn alle horecazaken dus rookvrij, met uitzondering van de zaken waar men geen maaltijden op dient en van de kaasdoos. In een arrest van 15 maart 2011 oordeelde het grondwettelijke hof dat de klanten en de werknemers van de horecasector op dezelfde manier tegen de schadelijke gevolgen van het passief roken moesten worden beschermd. Dit arrest had als onmiddellijk gevolg dat vanaf 1 juli 2011 het roken in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek volledig verboden werd, maar met uitzondering van de rookkamers. Uit dat arrest blijkt dat het hof veel belang hecht aan de bescherming van de volksgezondheid en dat het daarom zijn rechtspraak bevestigt met betrekking tot de toepassing van internationale verdragen die grondrechten beschermen, die gelijkaardig zijn aan die welke door grondwettelijke normen worden beschermd. Uit de controles op het terrein die de inspectiediensten sinds juli 2011 uitvoerden, is echter gebleken dat sommige uitbaters de wet probeerden te omzeilen door hun zomerterras af te sluiten of door vaste paviljoenen of chalets voor hun deur te plaatsen. Door windschermen, vaste muren of schuifdeuren te plaatsen, worden al deze bouwcels als volledig afgesloten ruimtes gebruikt. Indien het afgesloten ruimtes zijn, moeten de uitbaters dus de voor rookkamers geldende normen naleven. Deze feitelijke toestand heeft de FOD Volksgezondheid er dus toe aangezet om de lokale besturen en horecafederaties een brief te zenden om de wetgeving nog eens duidelijk toe te lichten. De sector was reeds ingelicht door de brochure Een rookvrij horeca, die alle caféhouders in mei of juni jongstleden ook hebben ontvangen. Die brochure begint trouwens met de zin, ik citeer, er kan gerookt worden op het terras van uw zaak, indien tenminste één kant volledig open is. Juist voor de inwerkingtreding van het algemeen rookverbod werd dat principe op een vergadering met de horecafederaties nog eens herhaald. De brief aan de sector en de gemeenten herhaalt dus wat men onder een terras moet verstaan,
namelijk een open ruimte die tenminste langs één kant volledig open is. De brief wil uiteraard dat de wetgeving eenvormig wordt toegepast om alle oneerlijke concurrentie tussen de zaken te vermijden. Ik voeg eraan toe dat er ter zake binnenkort een nieuwe vergadering tussen de FOD en de vertegenwoordigers van de horecasector op stapel staat. Volledigheidshalve en bij wijze van voorbeeld geef ik u nog het volgende mee. In Engeland is men van mening dat 2 van de kanten totaal afwezig moeten zijn om van een terras te kunnen spreken. In Frankrijk moet het terras minstens langs zijn belangrijkste kant open zijn. Deze 2 voorbeelden gaan heel wat verder dan de interpretatie door de administratie van de Belgische wetgeving. Ik herinner eraan dat het uiteindelijk de controleurs zijn die op basis van de aan elk dossier eigen elementen moeten beslissen of men al of niet met een terras te maken heeft. Bij onigheid en wanneer de overtreder de door de administratie voorgestelde administratieve boete weigert te betalen, is het aan de rechtbank om in elk individueel geval de knoop door te hakken. Dank u, mevrouw de minister. Meneer Daens, een korte repliek. Ik dank de minister alvast voor het feit dat met de horeca die zaak zal worden besproken. Maar ze zal het mij niet ten kwade duiden dat de brief die ik voor ogen heb een veel bredere draagwijdte heeft van diegene die zij hier naar voren brengt. Ik geef 1 voorbeeld. Hier wordt nu in de brief aan de gemeente gezegd dat wanneer die open zijde kan gesloten worden, dat met andere woorden we niet spreken van een terras waar kan gerookt worden. Simpel gezegd, ik heb een terras waar 1 stuk 's nachts kan toegedaan worden dat de dieven me een boel niet komen pikken. En als ik dat volledig open doe, dan eigenlijk is dat geen terras meer, zelfs al is dat volledig open. Dat is 1 heel simpel voorbeeld. Tweede voorbeeld, windschermen worden door veel gemeenten in hun gemeentelijk reglement op basis van de vroegere interpretatie verplicht opgelegd. Nu staat nieuw in het schrijven dat windschermen niet mogen. Dus simpel gezegd, de gemeente verplicht u op basis van de interpretatie van gisteren om windschermen te zetten. En er komt een nieuwe brief die zegt, ja sorry dat je dat allemaal hebt gekocht en betaald, maar het mag niet meer. Kijk, ik denk dat dat op een fatsoenlijke manier met de horeca moet besproken worden, dat dit moet uitgeklaard worden, dat er op een correcte manier aan de horecazaken moet toegelaten worden om te blijven bestaan. Er zijn er al zoveel kapot gegaan. Wezen het dat op een even correcte manier natuurlijk niemand moet verplicht worden wanneer hij zulks niets wenst, passief mee te moeten roken met derden. Dat die keuze tenminste vrij is. Bedankt voor uw antwoord. Ik zal in ieder geval dit zeer nauw opvolgen en ik behoud mij zeker ook wel een klein beetje het initiatief voor om ter zake wetgevend op te treden, want de wet zoals die is gemaakt en waar ik bij was, is een heel andere wet, althans qua draagwijdte van datgene wat ik nu in de interpretatie van een administratie zie. Voor sommige specifieke gevallen moet ik op de vergadering tussen horeca-sector en ons FOD, Volksgezondheid, wachten. Het incident is gesloten. Aan de orde is de vraag van collega Anciot aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de strijd tegen hartfalen bij jonge sporters. Collega's, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister. Ja, het is weer in het nieuws. En wel omwille van een spijtig voorval, met name een 16-jarige jonge voetballer die tijdens een match in elkaar zakt omwille van een hartfalen. En voor zover ik weet nog altijd op intensief ligt. Het gebeurt regelmatig, het gebeurt niet gelukkig maandelijks, maar het gebeurt regelmatig en keer op keer duikt dan de discussie op over hoe kunnen we dit voorkomen. Want onderzoek leert dat in het buitenland men via bepaald onderzoek of eigenlijk screening, medische screening, erin slaagt om tot 40% minder dodelijke slachtoffers te komen. Collega's, dat gaat niet over tientallen mensen, maar zelfs al gaat het over 1 of 2
jonge mensen die we daarmee kunnen redden van de dood, want dat is een feit, lijkt het mij echt wel de moeite om na te denken over een ernstige aanpak van deze problematiek. Mevrouw de minister, ik heb het genoegen gehad om een 6-tal jaren ook minister van Sport te zijn geweest. En in een van die jaren hebben wij ook de bedoeling gehad en eigenlijk ook de beslissing genomen om een veralgemeend gezondheidsonderzoek te bevelen en op te leggen voor iedereen die aan sport doet. En natuurlijk rijst dan een onvoorstelbare, iedereen is verontwaardigd, want dat gaat 50, 60 euro per jongere kosten. En alleen al aan voetballertjes onder de 18 jaar, alleen al mensen die aan voetbal doen, gaat het hier over een 400.000 jongeren. Dus oké, dat is een zware kost. Maar dat hoeft zo niet te zijn. We hebben gelukkig in dit land een schoolonderzoek, medisch schoolonderzoek. Alle jongeren in dit land worden medisch onderzocht, op jonge leeftijd. Als ik me niet vergis is dat in de lagere school, worden alle jongeren onderzocht. Nu, ik ga niet zeggen dat men alles zomaar vanuit een gewoon medisch schoolonderzoek gaat kunnen detecteren. Maar artsen zeggen mij dat het invullen van een vragenlijst, alleen al het invullen van een vragenlijst, door een arts en door de ouders, een fantastische screening tot stand kan brengen, een onderzoek tot stand kan brengen waaruit men kan een grootste deel van de jongeren uit kan filteren, die mogelijk een probleem zouden kunnen hebben. En dat zou dan alleen al via het invullen van een medische vragenlijst, de doelgroep zou tot 10% kunnen beperkt worden. Alleen daardoor. Dan zitten we al aan een pak minder jongeren die zouden moeten onderzocht worden. Dan is er nog geen zwaar elektrocardiogram of wat dan ook nodig. Want ook daar zijn wetenschappelijke studies die bewijzen dat bloedonderzoek, elektrocardiogram ook niet zomaar door iedereen kunnen beoordeeld worden en niet altijd zomaar tot paniek aanleiding moeten geven. Maar men kan de doelgroep echt beperken. Men kan dan nog eens via een aantal andere gewone onderzoeken, een gewoon visite bij de huisarts, zou men de zaak nog heel sterk kunnen reduceren, zodanig dat men echt een algemene screening kan organiseren. Indien de dokters of het medisch personeel dat bij schoolonderzoeken, medisch schoolonderzoek betrokken wordt, zou geïnformeerd worden over de link naar sport, wat de gevolgen zijn voor sport, dan zouden we al veel verder kunnen staan. Het hoeft dus niet veel te kosten, op voorwaarde dat er een goede communicatie kan gerealiseerd worden. En daar spreek ik u aan. Mevrouw de minister, ik vind niet dat jij massaal moet gaan betalen. Dat vind ik dus niet. Dat is ook niet nodig. We kunnen echt ernstig onderzoek doen. Ik sluit af. We kunnen ernstig onderzoek doen zonder dat het veel kost. Maar ik vraag u een stuk coördinerende functie op u te nemen, te gaan praten met de ministers van Sport en de betrokkenen bijeen te brengen om te kijken hoe we deze problematiek kunnen aanpakken. En daar is mijn vraag, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister. Wilt u dit doen en welke maatregelen wilt u specifiek hierom nemen? Dank u. Dank u wel, collega. Het woord is aan mevrouw de minister. Ja, meneer Anciot. Als minister van Volksgezondheid sta ik natuurlijk achter initiatieven die de gezondheid van de burger en niet in bijzonder die van de sportieve burger beschermen. Een specifiek onderzoek naar de lichamelijke geschiktheid om een sport te beoefenen lijkt mij in dat verband een stap in de goede richting. Ik vestig evenwel uw aandacht op het feit dat het hier om preventie gaat, wat uiteraard dan door de bevoegdheid van de gemeenschappen valt. Zij alleen kunnen beslissen om een dergelijke test te verplichten, bijvoorbeeld. Wat de terugbetaling betreft, bepaalt de huidige regelgeving
uitdrukkelijk dat de kosten die gepaard gaan met geneeskundige verstrekkingen die werkgevers, privé-instellingen of overheidsdiensten eisen in geen enkel geval kunnen worden terugbetaald. Het gaat hier meer bepaald over verstrekkingen met het oog op het uitreiken van een medisch geschiktheidsattest of attesten die sportclubs, federaties of andere privé-instellingen of overheidsdiensten eisen. In de huidige stand van de regelgeving kan de ziekteverzekering dergelijke verstrekkingen dus niet terugbetalen. Men zou de regelgeving desgevallend moeten aanpassen. Vooraleer een initiatief in die zin te overwegen, lijkt mij een overleg, zoals u, op de interministeriële conferentie volksgezondheid noodzakelijk, zodat de gemeenschappen kunnen verduidelijken wat ze precies willen. Maar uiteraard zal men in dit debat ook rekening moeten houden met de budgettaire mogelijkheden. Dank u, mevrouw de minister. Meneer Anciot. Ja, ik onderschrijf wat de minister zegt. Het is juist dat er geen terugbetaling kan geëist worden. Alleen moeten we in ons land ook eens een keuze maken. Als je in Frankrijk de Mont Ventoux op wil klimmen met je fiets, dan moet je vooraf een medisch onderzoek ondergaan. Je moet een attest voorleggen vooraleer dat je mag beginnen. Ik heb het, je zult het mij niet aangeven, meer dan 8 keer al gedaan. Waaronder 3 keer achtereen ooit. Ja. Maar je moet dat dus met een medische keuring voorleggen. Ik wil maar zeggen, hier als je zegt ja, medische keuring, dan steigert iedereen, verstopt iedereen zich achter de kostprijs. Omdat het inderdaad ook eigenlijk niet terugbetaald kan worden. Ik denk alleen dat we het kind niet met het badwater mogen weggooien, letterlijk bijna. En dat we zeker niet omwille van die zogenaamde kostprijs niet mogen grondig nadenken over een aanpak om toch een algemene screening te hebben, algemeen onderzoek te hebben dat niet noodzakelijk diep medisch moet zijn, maar bijvoorbeeld met een vragenlijst en dergelijke meer. En daar zou het goed zijn dat je ook overleg hebt met de minister van Sport en de ministers van Volksgezondheid om te komen tot een verhaal dat voor iedereen eensluidend is en dat door iedereen gedragen wordt. Als we ene jonge gast elk jaar kunnen redden van de dood, daarom zal het al de moeite waard geweest zijn. Dank u wel. Het incident is gesloten. L'ordre du jour est la question orale de monsieur Dubus de Warnef à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la santé publique sur les recommandations du Centre fédéral d'expertise des soins de santé concernant l'hépatite C. On y revient, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. L'hépatite C est donc une menace sérieuse pour la santé publique. C'est une maladie infectieuse, silencieuse et hautement contagieuse. Le pronostic est particulièrement sombre en termes de morbidité et de mortalité si elle n'est pas diagnostiquée et traitée de manière précoce. Elle est aussi, et ça c'est un facteur interpellant, encore largement méconnue par le grand public. En termes de prévalence, et selon le KCE, il y aurait probablement entre 10 000 et 75 000 patients chroniquement infectés en Belgique et plus de 50% d'entre eux seraient dans l'ignorance de leur infection, devenant à leur tour des vecteurs de contamination. À l'heure actuelle, on ne dispose pas de vaccin, mais il est possible bien évidemment de guérir de l'hépatite C. Les options thérapeutiques évoluent rapidement. Encore faut-il que ces nouveaux traitements, s'ils sont disponibles sur le marché, soient intégralement remboursés, ce qui ne semble pas tout à fait être le cas pour les inhibiteurs de protéases qui, pour être efficaces, doivent être associés, ça je rentre dans des considérations plus techniques, à l'interféron et à la ribavirine. Et je vous ai d'ailleurs interpellé sur ce sujet-là en novembre dernier en commission des affaires sociales, et vous m'aviez répondu qu'il y avait un problème de non-concordance des notices, mais qu'une solution consisterait à compléter l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Je veux savoir si cette modification a été opérée depuis lors. J'en reviens aux recommandations du KCE. Je constate que, faute de réponse claire,
le KCE s'abstient à propos des deux questions suivantes. D'abord, à propos du dépistage dans la population générale. Il n'y a pas de réponse scientifique claire à cette question et donc pas de recommandation claire non plus. Et ensuite, à propos du dépistage des groupes à risque, est-ce que ce dépistage a un sens? Il pourrait être envisagé sur base d'un certain consensus chez les usagers de drogues injectables, pour autant qu'il soit accompagné de la mise en place d'un système de soutien psychologique et social adapté. Donc, Madame la Ministre, la réalité quotidienne, c'est que le nombre de tests remboursés montre que plus de 2000 patients positifs sont identifiés chaque année en Belgique, soit une moyenne de 5,5 nouvelles infections détectées par jour. 80% de l'ensemble de ces nouvelles infections concernent les usagers de drogues injectables. Alors, sans vouloir verser dans une comparaison morbide, on parle de 3,2 infections par jour pour le HIV, avec un taux de mortalité qui a considérablement baissé. Et ce n'est pas encore le cas du VHC. À cette constatation s'ajoute le fait que moins de la moitié des patients atteints d'hépatite C commencent un traitement. N'estimez-vous pas que cette situation, qui est une menace, reste très inquiétante, voire déplorable, qu'elle mériterait, me semble-t-il, une attention et une gestion plus proactive dans le cadre de votre plan priorité aux maladies chroniques? On en a parlé il y a 2 jours en commission des affaires sociales. Je suis enclin à penser que chaque infection détectée de façon précoce sauve des vies, celle du patient, mais également celle des personnes qui auraient pu être contaminées accidentellement et qui, à leur tour, deviendraient facteurs de contamination. Bref, il s'agit là d'arrêter une spirale infernale. Également, et je termine par là, qu'une meilleure coordination entre le fédéral et les entités fédérées pourrait être source de plus-value dans la lutte contre l'hépatite C, et cela sans aucune forme d'impact budgétaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie et la parole est à Madame la Ministre. Oui, évidemment, on connaît bien la dangerosité de l'hépatite C, de même que les groupes à risque. Néanmoins, il faut rester prudent dans la comparaison qui est faite avec le virus HIV. La proportion de l'épidémie n'est pas la même, de même que l'évolution, l'issue de la pathologie et du traitement. Comme le souligne le KCE, le dépistage de la maladie ne requiert pas un dépistage de masse, mais doit s'adresser à des groupes ou des individus ciblés en fonction de leur passé transfusionnel ou comportemental. Un bon dépistage dépend donc en grande partie de la vigilance des médecins, mais aussi de l'information donnée aux groupes à risque. Ces paramètres sont difficiles à évaluer, mais peuvent certainement, vous avez raison, être renforcés. À ce sujet, en 2011, Domus Medica a rédigé des prescriptions de bonnes pratiques en matière de prescription de biologie clinique, avec notamment des recommandations précises pour le dépistage, le diagnostic précoce des maladies transmissibles, dont l'hépatite C. Ces recommandations ont été reprises dans une brochure, Biologie clinique, prescription rationnelle, publiée par l'INAMI et envoyée à tous les médecins de première ligne fin juin 2011. En ce qui concerne les groupes à risque, depuis 2007, via le Fonds fédéral de lutte contre les assuétudes, un projet géré par le réseau hépatite C de Bruxelles vise à favoriser l'accès à l'information, au dépistage et au traitement de l'hépatite C des patients. Par ailleurs, je rappelle, comme je l'ai déjà fait en réponse à vous d'ailleurs, que la prévention telle que programme de dépistage, etc., ressort de la compétence des communautés. Il n'existe à l'heure actuelle pas de vaccin contre l'hépatite C. Un traitement efficace est disponible en Belgique depuis 2002. Il consiste essentiellement à la prise de médicaments antiviraux et d'interférons et en un suivi biologique et médical par un médecin spécialiste. Actuellement, 4 antiviraux spécifiques et 2 interférons sont remboursés selon les schémas de traitement recommandés, scientifiquement et cliniquement validés. Une procédure de remboursement est en cours pour 2 nouvelles molécules. À ce propos, je vous donnerai une information de premier choix puisque je vous annonce que les patients auront bientôt accès au remboursement d'un médicament innovant, le Victrelis. En effet, le ministre du Budget vient de donner son accord sur la proposition de remboursement. L'autre médicament pour l'hépatite C, l'Incivo, est en cours de procédure. En ce qui concerne le plan priorité aux malades chroniques,
On en a beaucoup parlé en commission, je n'y reviens pas. Vous savez que ça ne reprend pas de manière spécifique toutes les guidelines par maladie chronique, mais c'est quelque chose de plus général, notamment qui aborde le statut financier des malades chroniques. Enfin, en ce qui concerne la coordination entre le fédéral et les entités fédérées, dans le cadre de la conférence interministérielle, un groupe de travail maladies infectieuses a été mis sur pied pour développer une politique coordonnée des soins. Je veillerai évidemment à ce qu'une attention particulière soit portée à la lutte contre l'hépatite C. Remercie Madame la Ministre. Monsieur Dubus. Je remercie la Ministre pour ses réponses. Deux éléments, deux réactions. J'apprécie la différence que vous faites entre l'HIV et le VHC. Ceci étant, malheureusement, on meurt de l'hépatite C. Donc l'évolution, elle n'est pas systématique vers la mort, mais le pronostic reste quand même aujourd'hui plus sombre que le pronostic du HIV, dont l'évolution des thérapeutiques est plus positive que celle de l'hépatite C. Deuxièmement, à propos du remboursement des médicaments, d'abord je me réjouis de savoir qu'il y a un feu vert de la part de votre collègue, le ministre du Budget, à l'égard des nouvelles molécules dont vous avez fait mention dans votre réponse. Ceci étant, qu'en est-il du fait de compléter l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 ? C'est en route ceci ou bien ce n'est pas en route. C'est à propos de la concordance des notices. Donc je vous avais interpellé là-dessus. Vous avez dit que vous alliez compléter l'arrêté royal du 21 décembre 2001 pour permettre un meilleur remboursement par la concordance des notices. Pour ne pas, parce que vous êtes en train de faire un travail qu'on fait généralement en commission. Vous reviendrez avec ça en commission. On revient avec ça en commission. Ça va, merci. Voilà. L'incident est clos. Aan de orde is de vraag van collega Sleurs. Aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken over de registratie van laattijdige zwangerschapsafbrekingen. Bedankt mevrouw de voorzitter. Geachte minister, geachte collega's. De recente uitspraak van het beroep te Gent in de zaak van een laattijdige prenatale diagnose heeft heel wat stof doen opwaaien. En zoals u weet, geachte minister, ligt de prenatale diagnostiek me zeer nauw aan het hart. In de bovengenoemde zaak werden tevens artsen vervolgd omdat ouders niet werden ingelicht over de mogelijkheid van een therapeutische abortus. Ook vorig jaar behandelde een Brusselse rechtbank een soortgelijke zaak. Ik spreek me niet uit over de grond van deze zaken, maar naast het feit dat zulke rechterlijke vonnissen de medico-legale druk op de prenatale echografie en diagnostiek verhogen, legde dit arrest ook de vinger op de wonden in verband met de onduidelijkheid van de registratie omtrent laattijdige zwangerschapsafbrekingen. Tijdens een hoorzitting met de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking heb ik erop gewezen dat heel wat artsen zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd na het eerste trimester niet overmaken aan deze commissie. Het gaat hier niet om nalatigheid, kwade wil, tijdsdruk, maar het gaat louter om onwetendheid, geachte minister. Een aanzienlijk aandeel van de artsen weet eenvoudigweg niet dat het melden van deze laattijdige afbrekingen niet alleen een deel uitmaakt van de goede klinische praktijk, maar dat het tevens verplicht is. Dit werd ook bevestigd door professor Nijs in de commissie en tevens in de panorama-reportage van donderdag laatstleden. Ik pleit hier dus niet voor de registratie om de registratie, daar zouden we al lang voorbij moeten zijn, maar uit wetenschappelijk standpunt is het absoluut noodzakelijk om over beter cijfermateriaal te beschikken. Vandaar mijn vragen aan u, geachte minister. Welke stappen zal u ondernemen om eenduidigheid te scheppen omtrent de nood aan die registratie van laattijdige zwangerschapsafbrekingen? En zal u op korte termijn overleg plegen met directies of met de beroepsverenigingen, zoals de VVOG bijvoorbeeld, ten einde de huidige klinische praktijk omtrent laattijdige abortussen gedetailleerd in kaart te kunnen brengen? Ik dank u. Dank u wel, collega. Het woord is aan mevrouw de minister. Ja, zoals u weet, mevrouw, verplicht de wet van 3 april 1990 betreffende zwangerschapsafbreking de registratie van elke vrijwillige zwangerschapsonderbreking. De toepassing van dezelfde wet is de registratie
één van de taken van de abortuscommissie. Ik zal dan ook de abortuscommissie om meer informatie vragen. Het is inderdaad belangrijk om een betere inventaris te hebben van laattijdige medische geïndiceerde zwangerschapsonderbrekingen. Ook hierover zal ik contact nemen met de abortuscommissie en vragen volgens welke modaliteiten en procedures we deze inventaris kunnen opstellen. Net zoals u ben ik ervan overtuigd dat we ook een dialoog moeten opstarten met de beroepsverenigingen en ziekenhuisdirecties om de zaken in een stroomversnelling te brengen. Tot slot wijs ik erop dat men reeds gegevens over deze zwangerschapsonderbrekingen kan terugvinden in de jaarlijkse rapporten van de ethische commissies van de ziekenhuizen. Hieruit blijkt onder andere dat deze laattijdige zwangerschapsonderbrekingen pas verricht worden na intercollegiale consultatie en toetsing door het ethisch comité. Dus ik zal naar u teruggaan met de indicaties van de abortuscommissie en met de consultatie met de diverse verenigingen. Dank u mevrouw de minister. Mevrouw Sleurs. Dank u mevrouw de minister, want inderdaad de abortuscommissie registreert, maar dat is juist het probleem. Het is een onderregistratie, dus die indicaties die weten we, maar we weten ook allemaal dat het aantal dat geregistreerd wordt, en professor Temmerman kan dat bevestigen, dat dat niet overeenkomt met de cijfers. En ik denk dat het inderdaad belangrijk zal zijn, want de commissie zelf kan dat niet oplossen. Ik denk dat het echt een onwetendheid is in het medisch korps, dat dat gewoon moet. Dat is niet van niet willen of niet kunnen. Ze weten het gewoon nog niet. Dus ik denk dat er ergens via de beroepsverenigingen een duidelijke informatiedoorstroming moet zijn met de vraag van een algemeen register, en dat kan u dan opstellen, een algemeen register waarbij dat de artsen dan inderdaad gemotiveerd worden, maar ook duidelijk ingelicht worden dat ze moeten registreren. Want het is puur een punt van onwetendheid en daar moeten we aan werken. Ik dank u. Dank u wel. Het incident is gesloten. À l'ordre du jour est la question orale de Madame Thibault à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et Santé publique sur les résultats de l'enquête épidémiologique de l'ISP autour des sites nucléaires belges. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Donc, comme vous le savez, suite à l'incident survenu en 2008 à l'Institut des radioéléments de Fleurus, l'Institut scientifique de santé publique a été chargé de réaliser une étude épidémiologique sur l'état de santé des personnes vivant à proximité d'un site nucléaire. Cette étude, réalisée sur la base des données contenues dans le registre national du cancer, vise à vérifier si un nombre anormalement élevé de leucémies et de cancers de la thyroïde se retrouve autour des sites nucléaires belges. Alors, l'étude prend également en compte le territoire belge situé à proximité des centrales nucléaires de Chaux et de Borssele aux Pays-Bas. Alors, le rapport définitif de l'étude épidémiologique était attendu pour la fin de l'année 2011 ou début 2012. Dans la presse quotidienne du mercredi 18 janvier, j'ai pu lire que la directrice adjointe du registre national des cancers précisait que l'enquête était terminée mais n'avait pas encore été publiée. Je me réjouis bien sûr, Madame la Ministre, de l'aboutissement de ce travail de recherche dans des délais impartis. En parallèle, et en France cette fois, une étude épidémiologique du même type a été pilotée par l'INSERM. Et cette étude, publiée début de cette semaine, a recensé 14 enfants vivant dans un rayon de 5 km autour d'une centrale étaient atteints d'un cancer du sang. Alors ces chiffres sont inquiétants quand on sait que la moyenne nationale aurait tablé sur 7 cas. Alors c'est donc ici un doublement de la fréquence d'apparition des leucémies infantiles que l'on remarque pour ces chiffres couvrant la période de 2002-2007. Ces résultats sont particulièrement interpellants, raison pour laquelle il me semble nécessaire de comparer au plus vite les résultats de l'enquête de l'ISP avec celles réalisées en France. Madame la Ministre, donc, considérant que l'étude est finalisée, pouvez-vous nous livrer aujourd'hui les principales conclusions de celle-ci, nous indiquer si les résultats observés en France se confirment dans notre pays et nous préciser dans quel délai les résultats de l'enquête de l'Institut scientifique seront publiés? Je vous remercie pour votre réponse. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Voilà. Alors, je suis désolée, je vais devoir vous contredire. L'information véhiculée dans la presse est inexacte.
À ce jour, l'étude de l'ISP n'est pas encore finalisée. Elle est en bonne voie de l'être, mais l'ISP m'indique qu'elle doit encore être adaptée sur certains points suite à des observations importantes formulées à son sujet par les experts nationaux et internationaux chargés de sa validation. Un petit rappel des faits, en mars 2010, les représentants du registre du cancer et de l'ISP ont dressé leur premier constat sur base des données disponibles, c'est-à-dire de 2004 à 2006. Les premières données brutes montraient une importante disparité nord-sud, cancer de la thyroïde par exemple 2 fois plus fréquent en Wallonie et à Bruxelles, ainsi que d'énormes disparités au sein d'une même zone en ce qui concerne le nombre de cas recensés. Afin de mieux comprendre ces disparités, éventuellement d'exclure qu'elles soient dues à des pratiques diagnostiques différentes, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, le KCE, fut à son tour chargé d'examiner le processus de diagnostic de ces maladies. Ces disparités pouvant également être dues à la période considérée, trop courte aux yeux des experts, et au petit nombre de cas étudiés, il fut donc décidé de compléter l'étude avec les données 2007 et 2008 du registre de cancer. Dans le courant 2011, une importante analyse de ces données ainsi que de différents facteurs identifiés dans la littérature scientifique comme pouvant avoir éventuellement une influence sur le développement des cancers de la thyroïde et de la leucémie chez l'enfant, comme par exemple la direction des vents dominants, la présence de radon dans le sol, des précisions sur les types de cancers thyroïdiens, etc., a été réalisée. Fin 2011, conformément d'ailleurs à ce qui avait été annoncé, les résultats préalables de cette étude ont été soumis pour validation et relecture donc à ce fameux comité d'experts nationaux et internationaux. L'étude KCE, quant à elle, a été retardée suite à des difficultés techniques, mais également dû au respect, toute la législation sur le respect de la vie privée pour obtenir les bases de données adéquates. Les données n'ayant été finalement disponibles que le 1er décembre 2011, l'étude est encore en cours, elle devrait être finalisée fin mars 2012 et serait publiée dans les semaines qui suivent. Les résultats finaux de l'étude de l'Institut de santé publique devraient quant à eux être diffusés au plus tard aussi fin mars, début avril. Comme je m'y suis toujours engagée, c'est vraiment moi qui ai voulu ces études-là, et au vu de ce que je viens de raconter, les résultats vous seront dès lors communiqués en toute transparence fin mars, début avril. J'attends de pouvoir disposer des conclusions finales du rapport pour en tirer des enseignements précieux quant à notre future politique de santé. Bien entendu, j'aurai aussi des concertations, si cela est nécessaire, avec la ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État à l'énergie, sans oublier évidemment mes collègues des communautés pour que nous puissions avoir une réponse coordonnée suite aux résultats de l'étude. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame Thibault. Et donc, je ne doute pas de votre sincérité et de votre volonté d'aboutir dans ce dossier. Je ne peux que regretter qu'effectivement, d'un point de vue méthodologie, on n'ait pas pu être plus efficace, mais donc effectivement, la science n'est pas exacte. Donc, on va attendre donc, le rapport KCE pour le processus diagnostic de cette maladie. Donc là, j'imagine que vous pouvez avancer. Et donc, je ne doute pas que les consultations sont nécessaires, mais vous comprenez notre impatience. Donc, les cas, il faut objectiver les choses, il faut rassurer les gens et prendre les mesures nécessaires si les chiffres sont donnés. Mais donc, moi, je pense aussi que quelque part, d'ici fin mars, fin avril, je pense qu'on pourrait avoir des discussions déjà, qu'on pourrait en parler en commission pour pouvoir déjà anticiper les résultats et voir vers quelles mesures on s'oriente. Je proposerai, avec notamment Madame la Présidente de la Commission de la Santé, dès que j'ai les résultats, bon, je vous l'ai dit, bon, j'aurai une concertation avec mes deux collègues ici présents, avec les communautés, mais je présenterai évidemment les résultats de l'enquête directement au Parlement. Donc je viendrai avec les experts, parce que je pense que ce sera plus utile que de m'avoir seulement moi comme politique. Je préfère aussi avoir quelques experts en la matière. Voilà, un bon accord. L'incident est clos. À l'ordre du jour est la question de Madame Zrien, la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'égalité des chances sur l'initiative citoyenne européenne. Merci
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, permettez-moi de vous parler de l'initiative citoyenne européenne. Instituée par le traité de Lisbonne, l'initiative citoyenne européenne est une procédure ambitieuse qui, sur le plan démocratique, permettrait à tous les citoyens de participer, enfin, oserais-je dire, à l'élaboration des politiques de l'Union européenne. Conformément à ce traité, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 16 février 2011 un règlement qui définit les règles et les procédures d'utilisation de ce nouvel instrument. Celui-ci prévoit notamment 1 million de citoyens issus d'au moins un quart des États membres de l'Union européenne peuvent inviter la Commission européenne à présenter des propositions d'actes juridiques dans des domaines relevant de sa compétence. Dans ce cadre, les premières initiatives citoyennes européennes pourront être lancées à compter du 1er avril 2012 et les États membres de l'Union européenne, dont la Belgique, sont tenus de désigner avant le 1er mars 2012 une autorité compétente chargée de coordonner le processus de vérification des déclarations de soutien et de certification des procédures de collecte, eu égard aux dispositions prévues à cet effet dans le règlement européen. Dans un contexte où la confiance de nombreux citoyens belges et en général européens à l'égard de l'Union européenne est tant ébranlée, leur implication directe, concrète, immédiate dans l'élaboration des politiques de l'Union européenne peut contribuer utilement au renforcement de la démocratie et de la citoyenneté au sein de l'Union européenne. En ce sens, pouvez-vous nous assurer, Madame la Ministre, que la Belgique permettra à tous les Belges de participer à l'initiative citoyenne européenne dans les délais impartis par le droit européen? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre. Voilà, mais je suis heureuse de cette question parce que c'est une problématique urgente et importante, mais qui ne semble pas passionner les parlementaires, parce que je n'ai pas encore eu de questions sur ce point. Pourtant, comme vous le savez, l'article 11 du traité de Lisbonne prévoit l'initiative citoyenne, c'est-à-dire le droit de pétitionner à l'égard de la Commission européenne pour l'obliger à prendre en compte une initiative. Alors, il y a en fait deux tâches principales qui sont et qui doivent être réalisées par les États membres. C'est la vérification, c'est-à-dire pouvoir vérifier l'identité des signataires pour ce qui concerne leurs ressortissants ou les personnes résidant sur le territoire, et la certification, c'est-à-dire le fait de certifier pour les initiatives en ligne qui sont hébergées sur notre territoire la conformité du système de pétition avec les règles qui ont été imposées, qui sont surtout des règles de sécurité. Alors, on a un règlement, le 211/2011, qui met en œuvre l'initiative citoyenne et qui va entrer en application le 1er avril 2012, c'est demain, objectivement, date à laquelle les premières initiatives pourront dès lors pouvoir être lancées. Alors, au niveau belge, nous avons les services compétents qui sont en train de mettre sur pied les solutions nécessaires pour se conformer au règlement au niveau belge, tant pour la vérification de l'identité des signataires que pour la certification des systèmes de pétition en ligne. C'est mon administration, donc le SPF intérieur, qui a été désigné comme autorité compétente. Alors, le premier problème que nous avons, c'est la vérification de l'identité des signataires. C'est une des difficultés principales qui vient du fait que les autres pays européens ont tous choisi de se baser sur le registre national, ce qui est objectivement beaucoup plus facile et beaucoup moins cher, et que pour diverses raisons liées à des objections que je peux comprendre de la société civile, pendant la présidence belge, la Belgique a plutôt opté pour ne pas prendre le registre national. Et cela évidemment complique l'opération de vérification, et nous sommes en train de voir avec les services compétents quelles sont les différentes options. Et donc il y a une annexe au règlement où tous les pays devaient expliquer quels étaient leurs systèmes, et la Belgique, pour, je pense, être en phase avec la société civile, n'a pas repris le système de registre national, qui objectivement est quand même beaucoup plus facile. Alors pour la certification, nous pensons sans doute sous-traiter cette tâche, et nous faisons plus vite pour organiser l'appel d'offres et trouver les partenaires potentiels. Alors, dans tous les cas, il y a des ressources spécifiques qui devront être mises à disposition au niveau du SPF intérieur, avec la difficulté que nous n'avons pas encore
combien d'initiatives seront lancées, combien seront hébergées en Belgique et combien de signatures belges seront concernées. Sachant que la Belgique héberge quand même des institutions européennes, il y a sans doute une sensibilisation qui est peut-être un peu plus grande que dans d'autres pays. Et dès lors, dans cette période de contraintes budgétaires, pour laquelle à ce stade nous n'avons pas non plus encore les moyens, mais nous avons évidemment l'ajustement budgétaire pour ce faire, nous serons attentifs au fait de trouver dans les meilleurs délais le système qui soit budgétairement évidemment le plus efficace et le moins coûteux. En tout cas, c'est un point qui est prioritaire à l'administration. Nous avons déjà fait un rétroplanning pour être dans les temps en avril. C'est vrai que le délai qui a été laissé aux États est très court. Et lors de la dernière réunion qui a eu lieu avec la Commission, le 17 janvier, il est apparu que plusieurs États membres expliquaient déjà qu'ils ne pourraient sans doute pas être prêts à temps et que le respect des échéances pourrait être difficile. En tout cas, nous, il y a évidemment et la certification de manière générale et la vérification. Et donc, il est vrai que nous ne devons pas faire tout en même temps. C'est surtout le système de certification qui doit être immédiatement opérationnel, ce qui est un petit peu plus facile que celui de la vérification, puisqu'on devra avoir au moins essuyé le plâtre de la première initiative. Et en tout cas, sachez que je suis ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Mais je ne vous cache pas que quand je suis arrivée, j'étais quand même un peu effrayée par le délai très très court et l'ampleur des choses à faire. Plus informer la population qui n'est absolument pas au courant et donc organiser un minimum de campagnes de sensibilisation et d'information. Merci Madame la Ministre. Madame Drier. Oui, je suis vraiment ravie de voir que vous vous êtes très vite emparé de ce dossier parce que pour avoir été au Parlement européen, je peux vous garantir que le nombre de pétitions, ce sont des classeurs entiers où tout le monde signe un maximum et que la volonté d'arriver vraiment à cette proximité pour les citoyens, pour pouvoir influer enfin sur ces politiques européennes, était un grand enjeu. Je me disais que peut-être de manière un peu transversale, il y a d'autres ministères dans lesquels on travaille aussi sur des certifications d'identité. Je pensais aux finances, je pensais au service de la santé. Peut-être qu'ils ont des systèmes qui nous permettraient de pouvoir mieux certifier les identités des personnes qui signent. Il est clair que l'enjeu est d'importance. Maintenant, est-ce que le délai est fondamental? Je dirais oui et non. L'important, c'est que ça fonctionne. L'important, c'est que ce soit crédible et que la confiance soit clairement instaurée au niveau des citoyens et que l'on ait enfin, peut-être, pour la première fois, en tant que citoyen, un véritable instrument d'intervention sur ces politiques européennes. Je crois que dans ce contexte actuel, ce serait extrêmement utile et je crois que la réactivité va être très importante. Donc, je vous remercie d'être très attentive et j'espère que le 1er avril ne sera pas qu'un poisson. Voilà, l'incident est clos. Aan de orde is de vraag van collega Vaas aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor staatshervorming over het aantal ongevallen met niet verzekerde wagens. Dus de vraag is aan minister Wattele gesteld. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, volgens cijfers van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds is in 2011 het aantal aangiften van ongevallen met niet verzekerde wagens toegenomen van 8.104 aangiftes in 2010 tot 8.537 in 2010. Volgens het Waarborgfonds is de oorzaak van deze stijging te vinden in het toenemende aantal mensen die moeilijkheden ondervinden om de premie bij de verzekeringsmaatschappijen te kunnen betalen, maar niettemin de weg oprijden. Volgens een schatting rijdt 1,2% van alle wagens of zo'n 70.000 voertuigen in België rond zonder verzekering. Nochtans geeft het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de gegevens van de niet verzekerde personen door aan de politie. Deze kan dan het betreffende voertuig klemmen, het kenteken in beslag nemen of een proces verbaal opstellen met het oog op vervolging. Blijkbaar heeft deze modus operandi niet veel succes, gezien de stijging in het aantal niet verzekerde voertuigen. Graag had ik dan ook geweten welke maatregelen u gaat nemen om het aantal niet verzekerde voertuigen op onze wegen terug te dringen. Waarom is het bijvoorbeeld niet mogelijk om bij een alcoholcontrole die door de politie wordt uitgevoerd, tegelijkertijd de papieren controle te laten uitvoeren? Dank u. Dank u wel, collega. Het woord is aan de minister. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Vaas, dus in de praktijk
is het zo dat de meeste politiediensten bij alcoholcontroles ook de papieren van het voertuig controleren. Ik heb zo een actie meegemaakt in mijn streek laatste zaterdag en voor iedere auto was er altijd ook een controle van de verschillende papieren van de auto. Bij grote alcoholacties met als hoofddoel een groot preventief effect te hebben, bijvoorbeeld in het kader van de Bob-campagne, gebeurt het ook en ik heb u juist een voorbeeld gegeven. Het is echter aan de procureur des Koning om het opsporingsbeleid te bepalen en in dit verband richtlijnen aan de politie te geven. Er zijn gerechtelijke arrondissementen waar het niet toegelaten is om alleen op alcohol te controleren. Het gaat hierbij steeds om een afweging van prioriteiten. Wil men het aantal alcoholcontroles verhogen en vooropgestelde pakkans realiseren, dan dienen de controleprocedures zo kort mogelijk te zijn. Een volledig check van alle papier en het voertuig werkt dan contraproductief. Het gemeenschappelijke waarborgfonds beheert de Veradis databank, dus verzekering, ID, entiteit, identiteit, assureur, en dat is waar u naar verwijst. Op basis van deze databank worden niet verzekerde voertuigen aan de politie gemeld. De politie kan op basis van deze meldingen gericht optreden. Het BVV heeft geen informatie over opvolging van deze meldingen door de politie. Politie is uiteraard de bevoegde controleinstantie, maar gegeven het feit dat het aantal manschappen bij de politie niet zal uitbreiden en er vanuit de federale overheid gevraagd wordt om meer in te zetten op de 3 killers in het verkeer, zou men zich de vraag kunnen stellen of er bijkomende alternatieve mogelijkheden zijn om niet-verzekeringen te controleren. Omdat dat moet gecontroleerd worden. Bijkomende initiatieven van de verzekeringssector is misschien één optie. Een andere optie zou het zijn het nakijken van de verzekeringspapieren op het moment van de technische controle bijvoorbeeld. Dat gebeurt niet. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. De controle zal dan maar voor de eerste keer na 4 jaar gebeuren. Dus er moeten ook andere alternatieven voor vinden. Een administratieve afhandeling, sanctionering van de niet-verzekering. Dat zou ook misschien een andere piste zijn. Maar ik wil al die pisten gebruiken, maar de controle van de verzekering moet vergemakkelijkt worden voor de politie. En daardoor kunnen wij onze nieuwe nummerplaat gebruiken, de nieuwe databank, of ook misschien de mogelijkheid van vignetten om te tonen of de auto wel verzekerd is of niet. Maar dat zijn verschillende pisten. U hebt mij pisten gevraagd. Dat zijn de pisten dat ik voorgesteld heb aan mijn administratie. Mogelijk sancties bij het niet-verzekering worden voorzien door artikel 22 van de wet van 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheid verzekering in zaken motorrijtuigen. Dus dat is een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en een boete van 100 tot 1000 euro. Wij moeten ook misschien die sanctie herbedenken om zeker te zijn dat de voertuigen verzekerd zijn. Dank u, meneer de minister. Mevrouw Vaas. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, u heeft zelf ondervonden, zegt u, door uw actie dat tegelijkertijd met de alcoholcontroles de papieren werden gecontroleerd. Ik moet u zeggen dat ik ook zelf tussen kerst en nieuwjaar ben gecontroleerd. En mocht u twijfelen aan het resultaat, ik heb mijn boeksleutel erbij als bewijs. Ja, maar daar heeft men mijn papieren niet gecontroleerd. Hè. Daar heeft men dus enkel de alcoholcontrole uitgevoerd. En ik vind het toch wel een beetje gemakkelijk om te zeggen van ja, dan hebben we natuurlijk, als we heel die papieren controle moeten doen, een hoop tijd dat we verliezen en dan kunnen we natuurlijk niet zoveel alcoholcontroles meer doen. Ja, dan lees ik vandaag het bericht in de krant dat de federale wegpolitie tussen 2008 en 2011 fier is op het grote aantal alcohol, ja ook de fietser, maar ook het grote aantal alcoholcontroles dat ze zijn verdubbeld. Ja, dat is niet moeilijk. Hè. Als men alleen
zich gaat focussen op het aantal en tegelijkertijd de kans laat liggen om de papieren te controleren, zo kan ik die cijfers ook halen. Ik ben wel blij dat u zegt van er zijn tal van pistes die we gaan onderzoeken om te zien of we geen andere stappen kunnen nemen. En ik hoop dat u toch op korte termijn met een concreet plan of een concrete aanpak daarvan kan komen, gelet op de grote stijging van het aantal dossiers. Het incident is gesloten en aan de orde is de vraag van collega Van der Meers aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de toekenning van een subsidie van 1,66 miljoen euro voor een krant in Zuid-Soedan. Dank u mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, volgens de standaard krijgt de NGO van Els de Timmerman 1,66 miljoen voor de oprichting van een krant, The New Nation in Zuid-Soedan. Ik heb alle sympathie voor dat kleine straatarme landje dat wordt bewoond door overlevenden van de vernietigingsoorlogen en genocides die de islamistische regering van Khartoum tegen hen heeft gevoerd. Maar ik begrijp niet goed welke positieve rol België daar zou kunnen spelen. We hebben daar geen expertise, geen terreinkennis, geen culturele banden. En zelfs als men argumenten kan aanhalen voor het ondersteunen van zo'n krant, dan getuigt het van een verschrikkelijk cynisme dat men dat dan juist in handen geeft van Els de Timmerman. Zij is al eens eerder hoofdredacteur geweest trouwens van een krant in een Afrikaans land, met name in Oeganda. En die krant die heette toen niet de New Nation, maar de New Vision. Veel verschil is er niet. En dat was toen een spreekbuis van het regime. Op de webstick van New Vision kon men bijvoorbeeld uitvoerig lofzang lezen over nobele Mayombe, de gehate en gevreesde hoofd van de Oegandese geheime dienst, die berucht is om haar moorden, folteringen en verkrachtingen. En in diezelfde periode ging haar echtgenoot Johan van Ecke tegen alle mensenrechtenorganisaties in en tegen de verklaring van de 3 Oegandese opperrechters ook in, door openlijk te verklaren dat de verkiezingen van 2008 in Oeganda vrij en eerlijk waren verlopen. Het echtpaar van Hecke de Timmerman werd daarvoor beloond met een bijdrage van de Oegandese regering aan hun nieuw hotel Kasia Lodge, even buiten Kampala. De Timmerman heeft zich net zoals haar echtgenoot trouwens in Oeganda gedragen als een lakij van een misdadig en gewelddadig regime dat mede verantwoordelijk is voor de plundering van Congo en de burgeroorlogen in de Kivu. Nu zou ik graag willen weten welke redenen er zijn waarom deze regering die subsidie verleent en waarom de regering vindt dat zij de geschikte persoon is om in Zuid-Soedan de vrije pers en de journalistieke deontologie te promoten. Dank u wel. Het woord is aan meneer de minister. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Van der Meers is tot nu toe bijna een historische vraag wat mij betreft, maar ik zal een commentaar geven in verband met verschillende beslissingen in zo'n dossier. Het projectvoorstel Fostering Peacebuilding, Reconciliation and Development in Southern Sudan through the dissemination of quality information werd ingediend door de NGO Sudan Advocacy for Development in 2009. De dienst Vredesopbouw heeft na ontvangst een technisch kwalitatief analyse van het dossier uitgevoerd en heeft zoals gebruikelijk de advies van betrokken diensten en posten over het project ingewonnen. De Belgische ambassades in Cairo en Kampala en de Afrika-dienst binnen de FOD Buitenlandse Zaken verleenden hierop, net als de dienst Vredesopbouw, een positief advies. Het projectvoorstel werd daarna positief beoordeeld door het adviescomité Vredesopbouw en verkreeg goedkeuring van de inspectie van Financiën. Mijn collega Steven van Ackeren keurde de financiering finaal goed in december 2009. Er werd over de ganse lijn geoordeeld dat het project via de verspreiding van objectieve en kwalitatieve informatie een belangrijke rol kan spelen in een land dat geteisterd wordt door conflict en politieke instabiliteit en te kampen heeft met een gebrek aan infrastructuur en een wankele economie. Zowel de kwaliteit van het projectvoorstel als het professionalisme van mevrouw de Timmerman werden in de verzamelde advies steeds benadrukt. Haar gedegen kennis over de regio en haar contact zowel in Kampala als in Zuid-Soedan werden hierbij zelfs als noodzakelijke voorwaarde aanzien om het project tot een goede eind te kunnen brengen.
We zien dan ook geen redenen om te twijfelen aan de inzet en de capaciteit van mevrouw de Timmerman. Steun aan vrije en onafhankelijke media is steeds één van de prioriteiten van de VOD Buitenlandse Zaken geweest. Via de dienst Vredesopbouw ondersteunt België op deze manier de ontwikkeling van democratische samenleving. Zuid-Soedan staat sinds de Comprehensive Peace Agreement in 2005 en de nieuwe verworven onafhankelijkheid in 2011 voor enorme uitdagingen. Sinds 2008 worden via de dienst Vredesopbouw meerdere projecten in Zuid-Soedan ondersteund. Het betreft hier onder meer projecten ter ondersteuning van de civiele maatschappij, de justitiesector of nog omtrent civiel crisisbeheer, natuurlijk rijkdommen en conflictmapping. Ik zal nog misschien in de toekomst enkele andere projecten steunen, maar op basis van een zeer concrete en precieze analyse. En ik zal misschien nog meer detail voor een volgende project geven, maar eerst is bijna een historisch verhaal, denk ik. Dank u, meneer de minister. Mevrouw Van der Meers. Dank u, meneer de minister. Wat mij vooral stoort in uw antwoord is dat u zegt dat er een concrete, precieze analyse zal zijn en veel positieve adviezen waren en een belangrijke rol zal gespeeld kunnen worden. Maar waarom? Als ik u uitleg wat er gebeurd is, bijvoorbeeld naar aanleiding van die New Vision, die krant die reeds gemaakt is door diezelfde personen, hoe dat in zijn werk gaat, waarom dat men dan nog daarin gelooft en inderdaad positieve adviezen geeft. Zijn er de positieve adviezen, maar waarom zijn die er? Ik begrijp dat niet. Als je ziet naar het voorgaande, en het is inderdaad zo dat in Zuid-Soedan heel veel uitdagingen op tafel liggen en dat het belangrijk is. En als nationalist kan ik heel goed verstaan dat een nieuwe staat zoals Zuid-Soedan moet geholpen worden. Maar 1,66 miljoen euro, dat gaat hier niet over peanuts. Dat is enorm veel geld voor een krant waar ik toch op het eerste zicht zeer grote twijfels bij kan uiten. Als u ziet wat er al gebeurd is met de andere krant New Vision. Als u dan afkomt met er kan een analyse gebeuren van concreter en preciezer in de toekomst en er zijn veel positieve analyses, dan weet ik dus nog altijd niet of mijn conclusies die ik trek uit feiten die ik opgesomd heb in mijn vraag, of die natuurlijk niet dezelfde weg opgaan zoals het gebeurd is met New Vision, nu met deze krant, de New Nation, en dus 166 miljoen aan belastinggeld. Het incident is gesloten. À l'ordre du jour est la question orale de M. Lawesh au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable sur le comportement des agences de notation. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Premier ministre, les agences de notation se sont encore manifestées, mais y a-t-il une semaine où elles ne se manifestent pas, pour annoncer une nouvelle dégradation de l'évaluation, du rating, d'un certain nombre de pays. Cette fois, cela concerne même le Fonds européen de stabilité financière. Or, de nombreux observateurs, scientifiques, politiques, ont déjà eu l'occasion de relever le mode de fonctionnement de ces agences. On a déjà beaucoup évoqué leur opacité, leur financement et leurs erreurs passées, rappelons-nous leurs erreurs d'analyse sur les subprimes. On a aussi montré l'effet de leurs évaluations sur la spéculation. Il existe, il est vrai aujourd'hui, un règlement européen relatif aux agences de notation qui est une amorce de réglementation et d'encadrement de leurs activités, mais admettons-le, ce règlement passe à côté de l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il nous faut aussi nous intéresser à qui se cache derrière ces agences de notation. Prenons l'exemple de Standard & Poor's. Standard & Poor's est une filiale de McGraw-Hill, compagnie américaine, elle-même détenue par d'autres sociétés financières, à savoir des fonds d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de pension, mais aussi par des banques d'affaires qui opèrent sur les marchés financiers. Sur base des dernières informations en ma possession, on retrouve notamment des multinationales spécialisées dans la finance comme Capital World Investors, The Vanguard Group, State Street Corporation, Oppenheimer Funds, Price Associates, Dodge & Cox, BlackRock Institutional Trust, Fiduciary Management, Ontario Teachers Pension Plan, etc. Je pourrais aussi citer, la liste est très longue, tous les fonds communs de placement qui participent au capital de McGraw-Hill, qui elle-même détient Standard & Poor's.
La plupart de ces compagnies sont actives sur le terrain de la spéculation et du placement, Monsieur le Ministre, même si certaines d'entre elles disposent aussi, il est vrai, d'un portefeuille de participation à long terme. Alors, on le comprend aisément, ces investisseurs sont actifs sur les marchés financiers qui eux-mêmes sont influencés par les notations de l'agence dont ils détiennent le capital. Cette situation, Monsieur le Ministre, est intolérable et malsaine. C'est pourquoi l'accord de gouvernement prévoit que la Belgique défendra le principe d'agence indépendante, pourquoi pas publique, de notation. Ma question est simple. Ce point sera-t-il prochainement mis à l'agenda européen et quelles initiatives entendez-vous prendre pour y parvenir? Monsieur le Ministre, nous avons aujourd'hui un momentum, à un moment où Standard & Poor's est sévèrement critiqué de toutes parts. Je pense, Monsieur le Ministre, qu'il est temps d'agir et je vous remercie pour les réponses que vous pouvez apporter à mes questions. Dank u, collega. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, je tiens à vous répondre très concrètement. D'abord, vous confirmez que la Commission a déposé en novembre une proposition relative aux agences de notation et j'observe, comme vous, que cette proposition ne prévoit pas la mise en place d'une agence de notation indépendante, mais elle se limite à vouloir réduire l'impact des notations. La proposition de la Commission vise essentiellement à supprimer les effets automatiques d'une baisse de notation sur le secteur financier. Dans l'état actuel de la législation européenne, ce secteur est en effet souvent contraint à céder des placements dès que la cote de ces placements baisse et la proposition cherche à réduire ces automatismes au plan légal. Et je crois que vous serez d'accord avec moi que c'est déjà un bon pas. Vous me demandez quelle est l'attitude de la Belgique concernant la deuxième piste, de dire est-ce qu'il ne faut pas imaginer la création d'une agence de notation différente de ce qui existe aujourd'hui. Le groupe de travail chargé d'examiner la proposition de la Commission vient de se réunir une première fois et lors de ce groupe de travail, la Belgique a explicitement regretté que la proposition reste muette sur la mise en place d'une agence européenne publique et indépendante de notation. C'est là un point essentiel pour notre pays, confirmé, comme vous le remarquez, justement dans notre accord de gouvernement. Et donc je continuerai bien sûr à défendre cela lorsque la question sera traitée. Je remarque encore d'un point de vue général qu'il ne faut pas oublier que l'input des agences de notation peut rester utile, mais j'estime toutefois que ces agences ne doivent pas avoir le monopole de l'analyse. Lorsque je vois que certains membres de l'eurozone ont une cote qui est comparable à celle de pays en voie de développement, je trouve cela une aberrance. J'estime dès lors qu'il faut renforcer la propre évaluation en interne des institutions financières. Les investisseurs doivent pouvoir aussi de leur côté procéder à leur propre analyse. Je contribuerai activement dans les prochaines semaines à nourrir cette réflexion au niveau européen. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Laouech. Madame la Présidente, la réponse de Monsieur le Ministre me réjouit, je ne vous le cache pas, puisque je constate qu'il s'engage à porter au niveau européen les engagements sur lesquels se sont accordées les formations politiques qui aujourd'hui soutiennent le gouvernement, et en l'occurrence la création d'une agence indépendante, pourquoi pas publique, de notation. Je suggère un biais à Monsieur le Vice-Premier ministre des Finances, c'est d'élaborer un cadre permettant d'interdire les conflits d'intérêts s'agissant des agences de notation. Peut-on comprendre qu'une agence de notation qui est financée par des sociétés d'investissement qui opèrent sur les marchés financiers puisse impunément évaluer à son tour un certain nombre d'autres acteurs sur les marchés financiers et en particulier les États, les pouvoirs publics qui viennent s'y financer? Cela me paraît tout à fait contre-productif, cela me paraît intolérable et je me réjouis d'entendre Monsieur le ministre des Finances vouloir prendre le problème à bras-le-corps. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir. Je vous remercie Madame la Présidente. Je vous remercie et l'incident est clos. À l'ordre du jour est la question orale de Monsieur Miller à la ministre de la Justice sur la situation alarmante de l'exécutif des musulmans de Belgique. Vous avez la parole.
Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur les récents remous qui ont, une fois encore, caractérisé l'exécutif des musulmans de Belgique. Au cœur des difficultés, cette fois, le résultat d'un vote intervenu vendredi dernier, entérinant de facto l'éviction de la vice-présidente francophone, Madame Isabelle Soumaya Prel, et de Monsieur Mohamed Fattah Allah. Alors, je ne vous cacherai pas, Madame la Ministre, qu'il me semble que c'est surtout la thèse de ces deux personnes qui a retenu l'attention à propos de la non-légitimité de l'exécutif à pouvoir se réunir sur base de la convocation adressée, ou encore à propos du quorum, de l'absence de quorum, ou encore à propos de procurations douteuses. Alors ma première question est très directe. Vos services, Madame la Ministre, ont-ils pu vérifier ces éléments? Parce que, selon M. Semseddine Ugurlu, président de l'exécutif, ces éléments sont sans fondement et ne correspondent pas à la vérité. Dès lors, Madame la Ministre, qu'en est-il de la légitimité, qu'en est-il de la recevabilité et de la bonne conformité du vote intervenu? Par ailleurs, Madame la Ministre, quelle sera votre approche de ce dossier, pour lequel votre prédécesseur avait, malheureusement, je le souligne, avait malheureusement déclaré forfait, prétextant de la période d'affaires courantes? Je dis malheureusement, car cet exécutif, qu'on le veuille ou non, est désormais un rouage important du fonctionnement de la société belge. Étant donné que cette société, la nôtre, compte quelques 11 millions d'habitants, et sur ces quelques 11 millions d'habitants, elle ne compte pas moins de 600 000 personnes réparties en 295 communautés de personnes qui sont de confession musulmane. Alors je dis aussi malheureusement parce que le fait de n'avoir pas pris de décision pour résoudre des difficultés a eu pour conséquence, entre autres, de réduire les moyens de fonctionnement de cet exécutif. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Si le législateur belge a confié des missions importantes à cet exécutif musulman, celui-ci doit avoir les moyens de fonctionner convenablement dans le respect de la législation belge et en visant l'efficacité. Oserais-je ajouter, en veillant aussi à le préserver de toute dépendance financière ou autre, d'influences extérieures si celles-ci sont attentatoires à la sécurité de notre territoire. Et malheureusement, le rapport récent de la Sûreté de l'État, à propos duquel je vous interrogerai en commission, ne peut pas être ignoré. Il y a des éléments auxquels il faut pouvoir faire face. Donc je regrette l'attitude qui a été celle du ministre précédent en la matière. Quelle sera votre approche, Madame la Ministre, du projet présenté par l'exécutif? J'attends de votre part une attitude ferme et juste. Les citoyens belges de confession musulmane, j'en suis certain, attendent cela aussi de vous. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur Miller. La parole est à la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues. J'ai pris connaissance ce week-end des développements au niveau de l'exécutif des musulmans de Belgique et je dois constater avec vous que le dialogue sur le projet de renouvellement est devenu actuellement très difficile. Je tiens à vous signaler que mon administration a encore eu une réunion ce mercredi 11 janvier avec le bureau qui doit assurer la continuité au niveau des dossiers en cours, bien que le mandat ne soit pas prorogé. Des suggestions quant au projet de renouvellement ont été formulées à cette occasion. Toutefois, je tiens à préciser que l'Assemblée générale des musulmans de Belgique n'est pas un organe reconnu par les autorités et que l'application du règlement d'ordre intérieur qui règle les relations entre cette Assemblée générale et l'exécutif est une question interne au culte islamique. Ce règlement est, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999, portant reconnaissance de l'exécutif des musulmans de Belgique, communiqué au ministre de la Justice sans plus. Il ne lui revient pas de l'approuver ni d'intervenir dans son application. Seuls les cours et les tribunaux pourraient se prononcer sur cette application si une personne devait se sentir lésée
par une décision prise en vertu de ce règlement. Personnellement, je suis toutefois d'avis que la recherche d'une solution par le dialogue est à privilégier dans ce dossier. Il ne me revient dès lors pas de vérifier la légalité des décisions prises ce vendredi 13 janvier, pas plus que je ne pourrais le faire à l'égard d'autres cultes dont certains connaissent également un système d'assemblée générale. C'est le principe de la non-ingérence des autorités publiques dans les affaires internes propres à un culte qui s'applique dans ce domaine. Dans l'arrêté royal précité, il est prévu que le roi reconnaît les membres proposés suite à la procédure électorale. Cet article n'a pas été modifié au cours des années, notamment en attendant qu'un nouveau processus de renouvellement soit proposé au gouvernement. Mon administration aura, dans le courant de cette semaine et de la semaine prochaine, des rencontres avec un certain nombre de responsables dans le dossier afin de prendre des informations sur la situation et maintenant, à l'heure actuelle, il y a une telle réunion est en train de se dérouler. En fonction de ces éléments, le dossier sera évalué et je déciderai des étapes suivantes. Je vous signale que j'ai reçu des courriers du président de l'Assemblée générale me communiquant la décision prise ainsi qu'une réclamation sous-signée par plusieurs personnes contestant cette décision. Merci. Madame la ministre, Monsieur Miller. Et je remercie Madame la ministre pour les éléments de réponse qu'elle a apportés. Je la remercie également d'avoir veillé à ce que son administration suive ce dossier avec la volonté de relancer le dialogue. Je crois qu'il faut vraiment avoir ce point de vue, parce que, je le répète, Madame la ministre, ce que j'attends de vous par rapport à ce dossier, c'est évidemment de faire preuve de la fermeté nécessaire, du respect de la loi, du respect de nos engagements, mais je vous demande aussi de tout mettre en œuvre pour que la communauté musulmane de Belgique cesse de souffrir de cette situation. Arrivons à dépasser ce climat qui est quand même un climat difficile à vivre pour des hommes et des femmes qui ont tout à fait le droit d'avoir la conviction religieuse qui est la leur. Je crois que c'est important pour le vivre ensemble au sein de notre société. Je vous remercie déjà d'avance, Madame la Ministre, pour tout ce que vous pourrez faire en ce sens-là. L'incident est clos. Aan de orde is de vraag van collega Pieters aan de minister van Justitie en aan de minister van Werk over de arbeid in de gevangenissen. En de vraag zal beantwoord worden door de minister van Justitie, door mevrouw Turtelboom. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, mijn vraag gaat over gevangenisarbeid. Arbeid in gevangenis. De rechtspositie van de gedetineerden is in 2005 nogal ingrijpend veranderd met de basiswet betreffende het gevangeniswezen, rechtspositie intern en extern van de gedetineerden, de zogenaamde wet Dupont. Wat heeft dat betekend voor het werken in gevangenisomgeving? Wel, eigenlijk een totale omslag. Vroeger gold artikel 30 ter van het strafwetboek. Dat stelde dat werken kon deel uitmaken van de straf als dusdanig. Dat artikel is nu opgeheven. Volgens artikel 81 van de basiswet over de rechtspositie van de gedetineerden is nu werken een recht voor de gedetineerden. En daar wordt nog eens bij gezegd dat in het algemeen, dat is een ander artikel, dat werk moet geschieden in, zoals al de rest, moet geschieden in omstandigheden die, voor zover mogelijk binnen detentie, gelijkaardig zijn, overeenstemmen met wat in de vrije samenleving gebeurt. Nu zijn er al heel wat ministers gepasseerd in 2005, maar zitten we nog altijd in een zeer merkwaardige toestand. Met name het nieuwe artikel is voor zover ik weet nog altijd niet in werking getreden en het oude is afgeschaft. Gelukkig wordt er nog altijd gewerkt in de gevangenis. De vraag is echter onder welk rechtsstatuut. Want als er niks bijzonders geregeld is over het werken in de gevangenis, maar het werken in de gevangenis ook geen deel uitmaakt van de straf, wel dan vallen we terug op de algemene situatie. Met name dat als mensen werken voor een ander tegen een vergoeding, dat je voor een arbeidsovereenkomst staat. Alleen daar worden dan ook weer de conclusies niet van getrokken. Dus mijn vraag is heel eenvoudig. Wat is volgens u nu de rechtspositie van wie
gevangen is, gedetineerde is en werkt in de gevangenis. Is dat een werknemer? Is dat geen werknemer? Maar volgens welk statuut wordt die arbeid dan verricht? Is dat zwart werk? Daarop had ik graag een antwoord gekregen en eventueel ook een toekomstperspectief gekregen. Dank u, collega. Het woord is aan de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, beste collega's. De penitentiaire arbeid wordt geregeld, ja, dit is een antwoord ook van mevrouw de Koning. De penitentiaire arbeid wordt geregeld door artikel 62 en volgende van het Koninklijk Besluit van 21 mei 65, houdende het Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen. Bij de verdwijning van het artikel 30 ter uit het strafwetboek werd enkel het verplichte karakter van de penitentiaire arbeid afgeschaft. De arbeid van de gedetineerden behoudt een reglementaire basis. Het is vandaag mogelijk, en dat gebeurt ook effectief, om vrijwillig arbeid te verrichten. Dit gebeurt dan onder gezag waardoor de welzijnswet van 96 van toepassing is. Toezicht welzijn op het werk doet hierop ook effectief controles. Dank u wel, meneer Pieters. Maar onder de oude wetgeving kon er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst omdat er geen vrijheid was van het aangaan van het contract vermits het deel uitmaakte van de straf. Op het ogenblik dat arbeid geen deel uitmaakt van de straf, maar een recht wordt, en er wordt arbeid verricht voor een ander tegen een vergoeding, moet je me toch eens zeggen waarom dat geen arbeidsovereenkomst is, tenzij het zou uitdrukkelijk uitgesloten zijn, maar dat is niet gebeurd. Gaat u dat echt niet doen? Want dan, als u dat niet gaat doen, gaat u met een situatie geconfronteerd worden zoals bij opvangouders. Waar er dus een mooie gedetineerde gaat naar de rechter stappen en u tot verbijstering gaat vaststellen dat u met heel wat arbeidsovereenkomsten zit. Het incident is gesloten. L'ordre du jour est la question orale de monsieur Belot au secrétaire d'État aux réformes institutionnelles et à la régie des bâtiments sur la déduction fiscale des prêts hypothécaires. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, vous avez un peu semé les mois auprès de 2 500 000 familles belges qui ont des prêts hypothécaires. Vous avez déclaré que la déduction fiscale des prêts hypothécaires sera transférée aux régions à partir de 2014, tant pour les contrats en cours que pour les nouveaux contrats. La presse ayant même indiqué à un moment donné que la déductibilité serait supprimée. Alors l'avenir de la déduction fiscale est donc compromis et vous venez de semer donc un émoi auprès de ces familles. La situation en fait n'est pas très claire. L'incertitude règne sur les montants financiers qui accompagneront le transfert de compétences de cette matière. En effet, les discussions sont toujours en cours ou ont débuté en tout cas entre les régions et le fédéral. Il est regrettable sur la méthode que de telles mesures avec une telle application pour nos concitoyens soient lancées de cette façon sans une préparation, sans la présentation des mesures alternatives et sur une large information. Et la population, le secteur du crédit et le secteur de la construction sont en droit de recevoir du fédéral et des entités fédérées un signal clair dans un souci de transparence et de bonne lisibilité des mesures. Sans cela, je vous assure d'une chute drastique de nouveaux projets des achats de logements face au doute. Outre l'inquiétude compréhensible des ménages, vous n'ignorez pas que le secteur de la construction est un stabilisateur important, avec les 190 000 emplois à la clé, secteur qu'il convient dès lors de soutenir par ces temps de crise. Alors, Monsieur le Secrétaire d'État, pouvez-vous nous assurer que l'enveloppe budgétaire qui sera transférée aux régions sera équivalente à celle qui est consacrée aujourd'hui à la déduction fiscale et quelles garanties pouvons-nous donner aux citoyens qui ont déjà contracté un crédit pour l'achat de leur habitation? Quand comptez-vous transférer cette compétence? Concrètement, est-ce pour l'exercice fiscal 2014 revenu 2013 ou l'exercice 2015 revenu 2014? Et dans quel délai obtiendrons-nous cette clarification indispensable pour éviter le tempo pour tous ceux et celles qui ont des projets pour le secteur de la construction
et celles et ceux qui doivent conseiller fiscalement les ménages concernés, soit par l'acquisition, soit pour la construction d'une nouvelle habitation et de nouveaux logements. Je vous remercie pour les détails que vous pourrez nous donner. Merci, Monsieur Belot. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, chers collègues. L'accord institutionnel pour la 6e réforme de l'État prévoit en effet le transfert des compétences et des moyens concernant les déductions fiscales afférentes à la maison d'habitation. Les régions disposeront donc des compétences juridiques et des moyens correspondants, équivalents au montant total actuel, mais répartis entre régions pour mener leur propre politique en la matière. Dans l'attente du transfert de cette compétence, le fédéral continuera à exercer cette compétence et assumer les dépenses y afférentes. En effet, il n'est pas dans l'intention du fédéral de mettre à mal cette politique qui facilite l'accès à la propriété pour de nombreux citoyens. Les régions assumeront leurs responsabilités dans ce domaine et pourront octroyer la même réduction fiscale s'ils le jugent opportun. Les modalités précises du transfert de cette compétence seront définies en bonne intelligence avec les régions afin de veiller à ce que ce transfert de compétences ne se réalise pas au détriment des contribuables. La date d'entrée en vigueur du transfert sera déterminée dans la loi spéciale qui portera le transfert des compétences. Conformément à ce qui a été convenu entre les partenaires de l'accord institutionnel, le volet relatif au transfert de compétences sera voté le plus rapidement possible et en tout cas avant les élections de 2014. Nous avons confiance que les 3 régions prendront leurs responsabilités une fois que, et après concertation naturellement, les compétences leur sont transférées. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Belot. Monsieur Belot, vous souhaitez une réplique? Oui, Madame la Présidente, je pense que il faut en tout cas lever toutes les zones d'ombre possibles, que ce soit au niveau des régions ou de l'État fédéral, parce que s'il y a une période de doute importante, les gens vont avoir des craintes de s'engager. Je pense que c'est une responsabilité à la fois du gouvernement fédéral, de notre entité, mais aussi des entités fédérées, qui aujourd'hui savent qu'elles vont devoir assumer la responsabilité. On sait tous que l'économie ne se porte pas trop bien, donc à l'exportation, les choses sont ce qu'elles sont, mais la construction est typiquement un secteur qui permet d'absorber un certain nombre de projets liés à la consommation interne. On sait que l'épargne des Belges est importante, on sait que 80% des Belges sont propriétaires de leur logement. Je pense qu'il faut éviter, dans une époque comme celle-ci, d'ajouter de l'incertitude, alors que le secteur est peut-être un des secteurs qui permettrait d'adoucir les affres de la réduction de la consommation globalement et des activités économiques. Et donc, j'en appelle vraiment à la fois à vous, Monsieur le ministre, mais aussi aux entités fédérées, pour rapidement, autour de la table, prévoir quelles seront les dispositions, les mesures transitoires éventuelles, les dates de transfert, mais aussi rassurer les candidats investisseurs et tous ceux qui ont déjà consenti des prêts hypothécaires. Il y a des gens qui n'ont pas dormi la nuit passée en se disant, mais finalement, on a annoncé qu'on ne pourrait plus déduire, comment va-t-on faire? Donc, parce que vraiment, il y a un travail d'information relativement important, mais d'abord, les entités fédérées devront se positionner très rapidement sur le devenir. Je vous remercie. L'incident est clos. Et pour la dernière question orale, Madame Winkel, nous attendons Madame la ministre retenue à la Chambre, mais on nous dit que ça ne durera pas très longtemps. C'est la dernière question. Alors en attendant, je vais parler des prises en considération. La liste a été distribuée. Est-ce qu'il y a des observations? Et puisqu'il n'y en a pas, ces propositions sont considérées comme prises en considération et renvoyées à la commission indiquée par le bureau. En we zullen een paar minuten schorsen om dan de laatste vraag te stellen. Dus we zullen bellen als de zitting herbegint. Dank u voor uw geduld.
la séance et c'est la dernière question orale, celle de Madame Winkel à la ministre de l'Emploi sur la mise en place d'une commission du personnel des missions diplomatiques. Vous avez la parole, Madame Winkel. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, donc ces dernières années, plusieurs scandales ont éclaté suite au comportement dénoncé par des travailleurs qui avaient été ou étaient employés dans des missions diplomatiques. Travailleurs non déclarés, travail au noir, licenciement abusif sans indemnité, heures de travail non comptées, non-respect flagrant de la législation sociale, etc. Lors de l'Assemblée générale de l'intersyndicale du personnel des missions diplomatiques, qui a eu lieu le 5 octobre 2011, votre ministère se serait engagé à mettre sur pied une commission du personnel des missions diplomatiques. Commission qui aurait pour objectif d'entendre et de concilier les parties de conflits individuels ou collectifs et de faire des propositions de législation ou de convention afin de garantir un statut social de progrès. Madame la Ministre, pourriez-vous m'informer sur l'état de la mise en œuvre de cet engagement et savoir qui fera partie de cette commission? Par ailleurs, existe-t-il à ce jour une représentation collective de ces travailleurs reconnus comme interlocuteurs par les diverses ambassades et les ministères belges? Je vous remercie déjà pour votre réponse. Je vous remercie. Et la parole est à Madame la Ministre. Madame Winkel, j'ai une réponse assez longue, mais vous pouvez avoir le texte, mais je vais répondre sur vraiment les questions que vous avez posées. Au printemps 2011, le service contrôle des lois sociales ont été contactés pour les syndicats qui sont régulièrement confrontés à des demandes de la part de personnes occupées dans les missions diplomatiques. De ces rencontres, plusieurs pistes ont été proposées. Rédiger une brochure commune s'adressant aux différentes catégories de personnes occupées dans les missions diplomatiques, comme travailleurs domestiques, travailleurs possédant une carte d'identité spéciale, travailleurs belges. Et deuxième proposition est mettre à jour la brochure Clé pour, c'est le nom de brochure, engager du personnel domestique international. En juin 2011, l'approbation de la convention numéro 189 de l'Organisation internationale du travail et de la recommandation 201 sur le travail décent pour les travailleurs domestiques a été perçue comme un grand pas en avant. Cette convention devrait permettre aux travailleurs domestiques d'avoir une perspective qu'un jour leurs droits en matière de travail soient reconnus. Le chef de cabinet de la présidente ministre Madame Milquet s'était engagé à mettre au plus vite cette question à l'agenda du Conseil des ministres afin que le Parlement puisse ratifier cette convention de OIT. Lors d'une rencontre début octobre au cabinet de Mme Milquet, la représentante de la ministre s'était engagée à créer une commission de bon office pour régler les problèmes que les travailleurs domestiques en service dans les missions diplomatiques rencontrent. En octobre 2011, un séminaire organisé conjointement par le CSC et le FGTB pour les travailleurs a eu lieu. Le service du protocole du SPF des affaires étrangères ainsi que le contrôle des lois sociales étaient invités afin de répondre aux questions en matière de législation sociale, de carte d'identité spéciale, etc. Lors de cette rencontre a été confirmée la volonté de la présidente ministre de l'Emploi de mettre en place une commission du personnel des missions diplomatiques auprès du SPF, Emploi, Travail et Concertation sociale. Cette commission serait composée dans un premier temps du contrôle des lois sociales, service du protocole, ONSS et représentants syndicaux. La question de la présidence de cette commission n'a pas encore été tranchée.
Et le but de cette commission de bon office serait tout d'abord de régler les cas individuels et d'établir une charte du personnel des ambassades. Dans un second temps, il pourrait être envisagé d'émettre des propositions visant à adapter les réglementations aux législations existantes. Voilà. Merci Madame la Ministre. Excusez-moi, mais j'étais en chambre. Absolument, c'est tout à fait normal, vous êtes excusés. On ne sait pas être à deux endroits à la fois. Madame Linkeli, si vous voulez faire une réplique. Bien, merci Madame la Ministre. Mais voilà, j'aurais aussi aimé savoir quand les premiers résultats de cette commission allaient voir le jour. Et puis je pense qu'il faut vraiment être attentif à ce que l'immunité diplomatique ou l'immunité de territoire, ne soit pas des prétextes à l'exploitation du personnel. Et je pense que pour ce type de personnel en ambassade, comme pour tous les types de travailleurs sur notre territoire et sur le territoire européen, que les droits des travailleurs ne peuvent être bafoués. Et donc voilà, je me permettrai d'être attentive sur cette thématique-là également et je reviendrai sur le sujet. Merci. Merci. L'incident est clos, la séance est terminée et nous nous revoyons la semaine prochaine, jeudi à partir de 15h. Bonne soirée.